Cette vidéo est sponsorisée par Cambly, plus de détails pendant la vidéo. Le 5 août 1963 est signé le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. Un accord international interdisant les essais atmosphériques dans l'espace et sous-marin. Ils devront être désormais souterrains pour éviter que les gaz radioactifs s'échappent dans la nature. Plus tard, en 1974, un autre accord limite la taille des bombes pour faire des essais à 150 kilotonnes maximum. A noter qu'à l'époque, la Chine et la France n'ont pas signé ce traité d'interdiction partielle. Début des années 80 jusqu'au milieu des années 90, où les essais seront définitivement stoppés, les USA ont deux formes de tests différents. Le premier type consistait à faire exploser des bombes dans des puits verticaux creusés dans le sol. Ils étaient destinés à valider le design d'une nouvelle ogive nucléaire, malgré le fait que la limitation à 150 kilotonnes demandait de modifier le design des ogives par rapport à leur puissance réelle. Les centaines de têtes entreposées dans les coffres-forts de l'armée périment assez vite. On parle d'entre 15 et 20 ans en fonction du niveau de sophistication de l'engin. La dissuasion nucléaire est basée sur la fiabilité. Il faut garantir à l'ennemi qu'on va lui rôtir le cul si les choses tournent mal. Il est donc important d'être sûr que les têtes nucléaires ne se transforment pas en presse-papier de luxe au moment fatidique. Les USA sélectionnaient donc aléatoirement une ogive d'un type donné et faisaient tout un tas de tests, y compris une explosion réelle sous terre. Le second type de test se passait dans des puits horizontaux creusés dans des montagnes. Il servait principalement à une chose, produire des rayons X. À cette époque, le développement des boucliers antimissiles menait les soviétiques comme les américains dans l'espace. L'idée était de détruire les missiles ennemis avant qu'ils aient largué leur ogive, et pour ça, on envisageait de faire exploser des bombes en orbite. En effet, dans l'espace, l'explosion d'une bombe ne crée pas une onde de choc, car il n'y a pas d'atmosphère. Par contre, elle émet un large spectre de radiation, capable de frire le matériel électrique et électronique dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres. En particulier les rayons X, qui sont rapidement atténués dans l'atmosphère, mais qui peuvent se balader librement dans l'espace pour rendre inopérant un missile, ou même des satellites espions. On a donc commencé à développer des blindages contre ces rayonnements, et les tests en conditions réelles sont alors extrêmement importants pour vérifier qu'on n'a pas claqué des millions pour rien. Sauf que voilà, si progressivement les armées ont développé des programmes pour avoir de moins en moins recours aux essais nucléaires, comme des générateurs d'impulsion électromagnétique capables d'englober un B-52, l'utilisation d'explosifs conventionnels pour simuler le souffle d'une explosion nucléaire, ou des appareils générant un large spectre de rayonnement, les rayons X générés par une bombe nucléaire sont extrêmement difficiles à reproduire en laboratoire. Les essais souterrains horizontaux restaient donc le seul moyen d'obtenir du rayon X de qualité nucléaire, vu que c'est une explosion nucléaire, donc logique. Alors, en France c'est un petit peu différent, on va quand même faire péter quelques bombes fin 90, histoire de tester la TN75 qui équipe les missiles aujourd'hui, et de récupérer un maximum d'informations pour faire des simulations informatiques. Car pour remplacer les essais nucléaires, les USA, la Russie et la France développent alors un programme visant à simuler tous les aspects essentiels pour la vérification de fiabilité de l'arsenal nucléaire. Du côté américain, on retrouve une partie du programme de simulation dans les laboratoires du Sandia National Laboratory. Alors ils font beaucoup de choses dans ces laboratoires, en particulier faire péter des trucs, ou développer des énergies alternatives, mais c'est surtout ici qu'on développe depuis des dizaines d'années plusieurs générateurs d'impulsion de plus en plus gros pour générer de grosses quantités de rayons X. Deux machines, nommées PBFA 1 et 2 pour Particle Beam Fusion Accelerator, qui seront ensuite modifiées pour devenir dans les années 90 Saturn et Z. Z qu'on appelle aussi la Z-Machine. Comme tout bon vulgarisateur, je fais une partie de mes recherches dans la littérature scientifique, et le plus souvent c'est en anglais. Et vous voyez bien le sujet de cette vidéo, hein, l'anglais est inévitable. Mais si j'arrive à lire l'anglais sans trop de problèmes, parler c'est pas trop ça. En fait, je manque de pratique à l'oral. Il faudrait que je parte en immersion dans un pays anglophone, je sais très bien, mais maintenant c'est plus possible. J'ai la famille, il faut que je fasse mon taf, je peux pas partir 6 mois. Cambly est une plateforme qui permet de prendre des cours d'anglais avec des personnes dont l'anglais est leur langue native. Donc c'est des vraies personnes, ça se passe en visio, on les voit directement. Les tuteurs sont disponibles 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Franchement, c'est très utile si vous voulez vous mettre à l'anglais ou vous décoincer comme moi, hein. Ou alors préparer des examens en anglais ou tout simplement préparer un
voyage. Cambly est vraiment spécialisé dans l'anglais. Du coup, il y a tout un tas de critères de sélection pour trouver un tuteur. L'accent, le niveau, le type de conversation qu'on peut avoir. Par exemple, si on veut préparer un examen, apprendre plus à parler business dans un cadre professionnel, ou tout simplement discuter avec quelqu'un qui parle anglais. De mon côté, j'ai pu discuter avec Karen, qui a enseigné l'anglais pendant des années et qui habite au Royaume-Uni. Je suis vraiment débutant, donc je vous fais grâce de ma prononciation. Je suis vraiment pas à l'aise quand je me retrouve devant une personne qui parle anglais. Et là, elle m'a mis en confiance, ça s'est très bien passé. Elle m'a dit que j'avais du vocabulaire, mais qu'il fallait travailler le stress et la prononciation. Mais pour la prononciation, on est tous au courant ici. Hein ? Avec le lien que je vous ai mis dans la description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous pouvez profiter d'une offre spéciale à rentrée. 50% de réduction pendant 12 mois avec 15 minutes gratuits sans engagement pour essayer Cambly. Si vous voulez tester, c'est l'occasion. Les bombes nucléaires sont toutes des bombes H. C'est-à-dire que la puissance de la bombe ne vient pas de la fission, mais de la fusion. Fusion qui a une densité énergétique largement supérieure. Le souci, c'est que pour déclencher la fusion de la bombe H, il faut des conditions extrêmes de température et de pression. Si vous avez suivi mes dernières vidéos sur la fusion, vous avez compris que pour créer ces conditions, c'est pas évident. Bon, alors dans l'armement, on fait pas dans le détail, on utilise carrément une bombe à fission. Une ogive nucléaire est donc composée d'une bombe A enfermée dans une enveloppe nommée holrum avec le carburant de fusion. Au moment du déclenchement, les radiations émises par la bombe A sous forme de rayons X vont être réfléchies sur la surface du holrum et créer les conditions de pression et de température nécessaires pour enflammer la totalité du carburant de fusion. La suite, vous la connaissez. Les programmes de simulation ont donc besoin de reproduire les rayons X pour tester à la fois la résistance du matériel aux radiations et reproduire à échelle extrêmement réduite les conditions de déclenchement d'une bombe H. La Z-Machine est le plus gros générateur d'impulsion électrique au monde, construite dans le but de générer du rayon X à l'appel, mais pas que. Mais avant d'aller plus loin dans le détail, regardons de plus près comment fonctionne cette machine hors norme. Oui, je m'amuse à faire de la 3D en ce moment. La machine, qui fait 30 mètres de diamètre, est constituée de 36 lignes d'alimentation identiques qui se rejoignent au centre. Sur une ligne, le courant est d'abord généré par un générateur de Marx. On a déjà vu un générateur de Marx dans une de mes vidéos, où j'explique comment on arrive à créer des impulsions de 3 millions de volts. Voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez la regarder après celle-ci. Ici, les générateurs servent à créer l'impulsion initiale et le reste de la ligne va servir à modifier la durée de cette impulsion pour la réduire au maximum. Oui, parce que les générateurs de Marx génèrent une impulsion de 1 microseconde et c'est beaucoup trop long pour ce qu'on veut faire. Le générateur de Marx va donc charger un énorme condensateur à eau. Ça paraît contre-intuitif, mais l'eau pure désionisée est un excellent isolant électrique. Pas l'eau du robinet, hein, qu'on soit bien d'accord. Ici, on s'en sert comme isolant entre l'anode et la cathode. Les charges électriques vont s'accumuler sur les parois internes du condensateur pour atteindre un potentiel électrique de 6 millions de volts. Et là, on a un problème. À ce stade, il y a 36 condensateurs chargés à 6 millions de volts. Pour créer une impulsion, il faut synchroniser tout ça à la nanoseconde près. Il faut donc un très bon interrupteur, le genre rapide, et capable de permuter 6 millions de volts. Ça se trouve pas comme ça, quoi. La solution utilisée sur la Z-Machine est un éclateur laser. Un éclateur, c'est simplement 2 électrodes séparées par un isolant. Quand on applique une différence de potentiel, ici environ 30 000 volts pour cette expérience, l'isolant qui est l'air atteint sa tension de claquage, c'est-à-dire qu'il devient conducteur. Un arc électrique se crée, et à partir de ce moment-là, le courant passe. Sur la Z-Machine, l'éclateur laser est en réalité une série d'éclateurs dans du SF6. C'est un gaz beaucoup plus isolant que l'air. Par défaut, la somme des distances entre les parties conductrices est suffisamment grande pour résister à 6 millions de volts. Le courant ne passe pas. Pour déclencher l'éclateur, on va envoyer une impulsion laser qui va ioniser le gaz. Ionisation qui crée une pointe de plasma. Et le plasma, c'est conducteur. Cela suffit à permettre au courant de se frayer un chemin dans le gaz, l'interrupteur est fermé. Le rôle des éclateurs laser est de donner le tempo de la machine. Par exemple, en les déclenchant tous en même temps, on additionne toutes les lignes et on obtient une puissance maximale sur un temps très court. Mais on peut aussi décaler très légèrement leur déclenchement pour modifier la durée d'une impulsion. Les lignes vont alors se décharger en décalage les unes par rapport aux autres. Les 3 autres parties de la ligne servent à réduire au maximum la durée de l'impulsion, notamment via ces éclateurs à eau passifs dont l'espacement est réglé en fonction de la durée voulue. Je rentre pas plus dans les détails, c'est pas très important. La partie extérieure de la Z-Machine est dans de l'huile, alors que la partie interne, jusqu'à la ligne de transmission centrale, est sous l'eau. Pendant une impulsion, les parties métalliques émergées de la machine favorisent l'apparition d'arcs électriques à la surface, un effet secondaire qu'on voit sur cette photo. Enfin, les 36 lignes sont raccordées sur 2 niveaux aux lignes de transmission au centre. Cette partie est sous vide et le courant est guidé jusqu'au sommet. La prise, entre guillemets, fait quelques dizaines de centimètres de diamètre. Et c'est ici qu'on va brancher l'expérience du jour. Bon alors du coup, ça donne quoi comme impulsion? Vu la taille de la machine, ça doit être pas mal, non?
mon bon monsieur. Vous savez, c'est pas grand-chose, hein. On fait quoi? Des impulsions de 25 millions d'ampères? Environ 80 terawatts de puissance. Oui, ami électricien, je ne me suis pas trompé, je parle bien de terawatts. 80 terawatts, c'est 10 fois la puissance totale de toutes les centrales électriques du monde. C'est l'équivalent de la puissance cumulée de 80 000 réacteurs nucléaires. Voilà, donc ça aurait pu être utile dans Evangelion, par exemple. Quand je vous dis que c'est une machine exceptionnelle, ça envoie du pâté! Alors bon, comment c'est possible d'envoyer autant de patates d'un coup? Eh bien tout simplement en diminuant la durée de l'impulsion à l'extrême. Une centrale électrique fournit de l'énergie en permanence, alors que la Zen Machine concentre l'énergie sur une impulsion extrêmement brève. Conséquence de cette durée, l'énergie totale libérée pendant ce très court laps de temps est entre 2 et 3 mégajoules, soit à peine 0,9 kWh. 0,9 kWh, c'est l'énergie que consomme un four micro-ondes pendant environ 1 heure. Autrement dit, pas grand-chose. Mais si on considère que cette énergie est délivrée en moins d'1 microseconde, et ben là ça change tout. L'impulsion est tellement forte qu'elle fait trembler le sol autour du laboratoire. Donc ouais, ça envoie du pâté. Surtout qu'on concentre 80 terawatts, 25 millions d'ampères dans ce genre d'expérience. Le phénomène physique utilisé dans la Zen Machine est la striction magnétique. Quand on fait passer du courant dans un conducteur, on crée un champ magnétique. L'orientation de ce champ est perpendiculaire au sens du courant et forme des cercles. C'est des lignes de champ magnétique. Si au lieu d'utiliser un câble, on utilise un tube pour faire passer le courant dans le même sens, la configuration du champ magnétique va alors créer une force vers l'intérieur du tube. La force dépend du courant qui passe dans le conducteur. Par exemple, si on fait passer 500 ampères dans un tube de cuivre creux de 2 cm de diamètre, il va chauffer, et puis c'est tout. Et si on fait passer plusieurs millions d'ampères, le tube ne va pas supporter autant de courant, il va immédiatement se transformer en plasma. Le plasma est conducteur, donc le courant continue de passer. Les forces magnétiques étant alors colossales, les parois du tube vont alors accélérer pour s'écraser au centre. Et ce qui est fou, c'est que sur une distance aussi courte de 1 cm, le plasma atteint pourtant plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Au moment de l'impact, la pression au centre est alors colossale, plusieurs millions de bars. En français, on appelle ça la striction magnétique, mais on emploie plus couramment le terme anglais de Z-pinch, Z en référence au fait que le courant circule sur l'axe Z. Vous avez deviné, c'est de là que vient le nom de la machine. Le centre de la Zen Machine est juste une grosse prise circulaire sur laquelle on peut brancher n'importe quelle expérience. Il y a aussi de la place pour passer tout un tas d'appareils de mesure, et on peut même faire venir un laser qui passe dans le tuyau bleu ici, et dont le rayon est généré dans un bâtiment à côté. Parmi les expériences les plus courantes effectuées sur la Zen Machine, outre la compression d'un tube sur lui-même, on va y revenir, on utilise aussi un système de choc en propulsant magnétiquement une plaque contre un échantillon. La distance parcourue par la plaque est très faible, quelques millimètres, mais on atteint quand même les 40 km par seconde. Se prendre une plaque à 144 000 km/h, ça doit faire bizarre quand même. L'intérêt de ces expériences, c'est de créer des ondes de choc sur des échantillons. On leur donne des gigaclaques et on regarde un petit peu ce que ça fait. Par exemple, ça peut être utilisé pour mieux comprendre la formation des planètes pendant les phases d'accrétion ou pendant l'impact qui a entraîné la création de la Lune. Malgré le fait que la plupart des tirs soient réservés à des applications militaires et donc ne donnent pas lieu à des publications scientifiques, vu que c'est secret, la Zen Machine est aussi ouverte à l'expérimentation scientifique civile. On s'en sert donc pour tester des matériaux dans des conditions extrêmes, et ce qui est fou, c'est qu'on sait aussi reproduire les conditions qu'il y a dans une géante gazeuse ou dans un disque d'accrétion autour d'un trou noir, pour vérifier les modèles théoriques en astrophysique. Mais bien sûr, le type d'expérience le plus connu est le réseau de fils. C'est une cage circulaire d'environ 4 cm de diamètre, même si le diamètre peut varier, constituée de centaines de fils métalliques ultra fins. Alors l'idée est la même que pour l'utilisation d'un tube. Le courant passe dans les fils, qui se changent instantanément en plasma et se projettent entre 100 et 1000 km/s au centre. Alors faut bien comprendre, à ce stade-là, c'est plus du tout de la matière solide, c'est carrément un flux de particules qui se projette au centre. Le but de ce dispositif est de générer les fameux rayons X. C'est principalement pour ça qu'on a construit la Zen Machine. Au moment de l'impact au centre, la décharge est telle que le plasma atteint des conditions particulières qui vont les faire émettre une impulsion de rayons X extrêmement courte. Une seule petite nanoseconde. Et pendant ces 1 nanoseconde, la puissance dissipée en rayons X atteint le chiffre démentiel de 300 terawatts. Ces expériences sont utilisées pour de la simulation nucléaire, mais aussi pour quelques expériences civiles. Le dernier type d'expérience qu'on fait avec la Zen Machine, et c'est le point qui nous intéresse, c'est de créer de la fusion nucléaire rentable énergétiquement. Donc là, ce sont des expériences visant à faire de la fusion qui pourrait éventuellement produire de l'énergie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que vous m'avez demandé, suite aux dernières vidéos que j'ai faites, si la Zen Machine était une solution intéressante pour produire de l'énergie. Et bien maintenant que vous voyez un petit peu plus comment ça marche,
On va regarder ça. Nous avons vu dans la précédente vidéo, où je parle des concurrents de ITER pour la fusion, que le Z-Pinch peut être utilisé comme source d'énergie, et la Z-Machine a son propre programme de recherche. Avant de continuer, je rappelle les principes de base de la fusion, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. Pour faire fusionner deux noyaux d'atomes, il faut obtenir un plasma, qui est le quatrième état de la matière. Ce dernier doit avoir des paramètres précis pour qu'il y ait fusion. Les trois paramètres principaux sont la densité, la température et son temps de confinement. Je laisse mon moi du passé expliquer le temps de confinement. Le produit triple, c'est la multiplication de la température du plasma, sa densité et son temps de confinement. Le temps de confinement est dérivé d'un bilan énergétique entre l'énergie produite par la fusion et les pertes dans le plasma. En fait, la fusion auto-chauffe le plasma, mais le plasma perd énormément d'énergie en même temps. Le temps de confinement, c'est la durée théorique où le plasma serait capable de compenser tout seul ses propres pertes. Par exemple, les tokamaks misent sur une densité faible, mais un temps de confinement long, au-delà de la seconde. Alors que le confinement inertiel, qui consiste à comprimer le plasma sur lui-même avec des lasers ou avec une impulsion magnétique, mise sur une densité ultra élevée et un temps de confinement très court. Pour la Z-Machine, de 1997 à 2006, le développement de la fusion se faisait via deux types de Hall-Rom, constitués de cages filaires et de carburant de fusion encapsulés au centre. L'idée était alors de faire pareil que dans une ogive nucléaire. Bon, en même temps, les gars, ils sont dans le programme de simulation nucléaire, donc on va dire c'est dans leur domaine, quoi. On utilise des cages filaires, créant une impulsion de rayon X, se concentrant sur la bille de carburant pour déclencher la fusion. On a deux types de cages, une avec les réseaux de fils concentriques et le carburant au centre, ou alors une avec un réseau de fils au-dessus, un réseau de fils en dessous, et la bille au centre dans un tube. Il y a eu pas mal d'essais, et actuellement ces expériences ne peuvent pas continuer par manque de puissance de la Z-Machine. Depuis 2006, on utilise une autre technique pour faire de la fusion sur la Z-Machine, le MagLeaf. MagLeaf pour Magnetized Liner Inertial Fusion. L'idée étant de piéger le carburant à fusionner, pour l'instant du deutérium, dans un tube de beryllium doté d'une lentille transparente au-dessus. Après une phase de magnétisation, le carburant est chauffé par laser, puis le courant de la Z-Machine atteint son pic, permettant une implosion de la capsule. La magnétisation est effectuée par deux bobines qu'on peut voir sur cette photo. Le problème principal de la fusion par inertie sont les instabilités qui se développent quand un fluide léger pousse un fluide plus dense. C'est un petit peu comme si on poussait du mercure liquide avec de l'eau. Sur ces photos, on peut voir que pendant la compression, le plasma ne se rétracte pas uniformément. Il fait des sortes de vagues entraînant une perte de performance. En 3D, on se rend mieux compte déjà des problèmes. Cependant, à force de modifications et de tests, on a réussi à limiter ce phénomène. Et aujourd'hui, on arrive à produire des neutrons avec ce système, ce qui prouve qu'il y a bien un peu de deutérium qui arrive à fusionner. Mais on est très loin d'avoir une fusion rentable. Si on ressort le critère de Lawson, qui permet d'évaluer les performances d'une technologie de fusion, j'explique tout ça plus en détail dans la précédente vidéo, les meilleures performances qu'on obtient avec le MagLeaf est un facteur Q de 0,01 environ. C'est-à-dire que l'énergie produite par la fusion équivaut à 1% de l'énergie utilisée pour chauffer et compresser le plasma. Si vous voulez, c'est comme si on cramait une bûche pour allumer une allumette. Pas très rentable énergétiquement, vous voyez. Pour avoir une idée, c'est beaucoup moins que les tokamaks les plus performants, hein, par exemple, qui eux atteignent presque Q égale 1. On y est presque. Pas tout à fait, mais on devrait y arriver dans les prochaines années. Alors, avant de décréter que c'est une technologie qui sert à rien et que ça marchera jamais, il faut garder en tête qu'en fusion, les progrès ne sont pas linéaires. Par exemple, augmenter l'impulsion fait très vite augmenter le gain Q. Certains calculs théoriques indiquent que Q pourrait passer très rapidement au-dessus de 1. Il suffit juste de construire une machine plus grosse qui envoie un peu plus de patates. Mais bien entendu, tout ça est théorique. En pratique, quand on augmente la taille de l'expérience, on peut avoir des problèmes inattendus, comme par exemple des nouvelles instabilités qu'on n'arriverait pas à maîtriser. Impossible donc de voir de la fusion rentable sur la Z-Machine actuelle, mais elle permet déjà de tester et de valider certains concepts, notamment la maîtrise des perturbations par exemple. Mais il faut bien préciser qu'on reste dans de la physique très expérimentale, rien de commercial n'est prévu pour l'instant. Même si la Z-Machine a été améliorée ces dernières années, il y a fréquemment des pannes. En général, c'est des parties d'isolant qui finissent par lâcher. La moindre impureté peut favoriser la création d'arcs électriques, court-circuitant une des 36 lignes d'alimentation. En plus des pannes, la Z-Machine, comme les machines qui vont lui succéder, sont des outils scientifiques. Autrement dit, on fait une impulsion par jour. Oui, parce que quand vous envoyez une décharge de 80 TW dans la gueule d'un appareil, après l'impulsion, il reste pas grand-chose. C'est une explosion, hein, donc y a tout qui dégage, quoi. Il faut donc démonter le cône central pour le nettoyer et préparer le prochain tir. En plus de ça, vu qu'on utilise du beryllium, on est obligé d'utiliser quelques précautions, parce que la poussière de beryllium, c'est pas top, en fait, pour la santé. Donc un tir par jour, c'est suffisant pour faire de la recherche. Mais pour produire de l'énergie, il faudrait un tir toutes les 30 secondes. Si on veut fabriquer une usine de production d'électricité avec ce système, il faut trouver un moyen de placer toutes les 30 secondes une charge au centre,
la déclencher, puis la retirer pour en poser une nouvelle. Voici à quoi ressemblerait le cœur d'une centrale électrique tiré d'une publication. La fusion a lieu dans la cuve, avec les parois capables d'absorber les neutrons pour chauffer un circuit primaire comme sur ITER. C'est une machine à vapeur, quoi. Une fois le tir effectué, il faudrait remplacer le cône central par un autre, et ce, tous les 30 secondes. Mais en plus de cette histoire de cône remplaçable, il faut une technologie capable d'envoyer des impulsions entre 80 et 100 millions d'ampères, sous une tension autour de 10 millions de volts, et ce, des milliers de fois par jour pendant des mois. Sinon, c'est pas rentable. Bref, on est encore très loin d'avoir une centrale à fusion utilisant une Z-machine. Peut-être même qu'on verra jamais ça, tellement que ça a l'air d'être une galère technique. Mais ça n'empêche pas de faire des recherches qui permettent de mieux comprendre le comportement des plasmas, et peut-être aussi que réussir des impulsions avec de la fusion, on va dire, rentable, entre guillemets, énergétiquement, permettrait de faire de nouvelles expériences scientifiques, sans forcément en faire un outil pour produire de l'électricité. L'avenir nous le dira. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes rendus 3D, c'est un test. Je veux rester dans une représentation simple et schématique, je cherche pas le photoréalisme. Le but c'est de pouvoir faire de la 3D assez rapidement pour illustrer quelque chose, parce que sinon je passerai des mois à faire ça et je sortirai pas de vidéo. Allez, à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Oui, bon, ok, je vais en parler. Parce que sinon, mes commentaires vont ressembler à rien du tout. Si la Z-Machine est connue en France, c'est principalement grâce à notre Jean-Pierre Petit national. Comment présenter ce personnage ? Ex-directeur de recherche au CNRS, à la retraite depuis, et blacklisté par tout le monde scientifique. Parce que disons que c'est un personnage controversé, mais pencherait pas sur des histoires d'extraterrestres, de complot du 11 septembre... Bref... Je vous laisse vous renseigner si vous voulez en savoir plus sur le personnage. Toujours est-il qu'en 2006, il a publié sur son blog un article à propos d'un résultat exceptionnel pendant une expérience sur la Z-Machine. Voici la publication, qui est publiée par un chercheur qui est spécialisé dans l'astriction magnétique, et qui explique qu'on a atteint 2 milliards de degrés dans un plasma généré par la compression d'une cage en fil d'acier inoxydable. Et cette expérience a été réalisée par la Z-Machine plusieurs fois pour confirmer qu'on n'a pas fait d'erreur de mesure, etc. Jean-Pierre Petit écrit alors sur son blog « La première retombée de telles expériences pourrait être la fusion pure non polluante, avec le mélange de lithium et d'hydrogène. C'est l'âge d'or du point de vue énergétique, avec en prime la bombe H à fusion pure, pas chère pour tous. La fusion lithium-hydrogène ou la fusion hydrogène-bore permettent de se passer de tritium et émettent très peu de neutrons, ce qui est plus propre que la fusion de deutérium-tritium, qui est la fusion que tout le monde essaye de faire, ou presque, parce que c'est la plus facile à obtenir. Le souci pour ce type de fusion, c'est que les conditions pour obtenir un bon triple produit, donc le fameux critère de Lawson, sont beaucoup plus difficiles à atteindre que la fusion de deutérium-tritium, notamment en termes de température. D'après JPP, les 2 milliards de degrés permettraient d'atteindre ces conditions. Par conséquent, ça serait une découverte d'importance capitale. Et salut, je modifie un peu la conclusion de cette vidéo car entre le tournage et le montage, j'ai eu le retour d'un expert en fusion sur cette histoire des 2 milliards de degrés. À la base, je concluais cette vidéo en demandant où était la révolution énergétique annoncée. Vu que ça fait quand même 16 ans que l'article de Jean-Pierre Petit a été écrit, qu'on a fait cette découverte, et on n'exploite toujours pas ce type de fusion. Il n'y a aucune expérience qui exploite ce type de fusion. Donc ça montre que c'est pas aussi simple que ce qu'il dit. Mais là, j'ai carrément reçu l'explication de en quoi le raisonnement de Jean-Pierre Petit est complètement foireux. Donc c'est encore mieux. On a vu dans la vidéo précédente et aussi dans cette vidéo que pour faire de la fusion, il faut un plasma avec des caractéristiques particulières. Le triple produit nécessaire pour atteindre la fusion rentable varie en fonction du type de carburant qu'on utilise. Et le problème de la fusion propre, entre guillemets, ou aneutronique, c'est que le triple produit nécessaire est beaucoup plus difficile à atteindre qu'avec le deutérium-tritium. Il faut dépasser une certaine température, certes, mais aussi une certaine densité. Or, avec l'expérience citée par Jean-Pierre Petit, on n'atteint que la température. La densité du plasma est beaucoup trop faible. C'est donc un magnifique hors-sujet, et les scientifiques le savent très bien, c'est pour ça qu'on n'a jamais utilisé cette découverte pour faire de la fusion, car ça n'avait aucun intérêt pour ça, en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre la Z-Machine, et désolé pour ceux qui voulaient y voir une révolution, c'est une machine exceptionnelle, mais elle n'a pas révolutionné l'énergie. Allez, salut!